Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 188, podcast sur lequel j'accueille des spécialistes, des invités de renom, mais également des amateurs qui, comme moi, ont cette passion pour la course à pied. Et chaque semaine, depuis 3 ans, j'ai plaisir à vous livrer ces nouveaux épisodes. Côté actualité, il y a eu un dossard ce dimanche avec une course qui était ma course de rentrée pour cette saison 2023-2024. 8 km et demi, une course typée nature avec du bitume, du chemin calcaire, du single. C'est pas ce que je préfère, mais je ne suis pas tombé. Et au final, un résultat qui est satisfaisant, qui valide ma préparation estivale. Je boucle ce parcours avec une moyenne tout juste en dessous 4 minutes au kilomètre. À l'arrivée, je me positionne 6e. Rassurez-vous, le peloton était très peu nombreux. 10 jours après cette chute et cette épaule endolorie, aucune souffrance, aucun bobo de ce côté-là. Ce que je retiens, ce sont mes bonnes jambes. Après des semaines d'entraînement qui ont quand même été très chargées. Je vous rappelle, un mois de juillet et un mois d'août avec plus de 250 km, plus de 25 ou 26 séances mensuelles. La forme est plutôt présente et ça me rassure pour les échéances à venir qui vont se profiler très rapidement. Dans 3 semaines, il y a les 20 km de Paris, le dimanche 8 octobre et le 15 octobre, une autre compétition du côté d'Orléans avec un 10 km. D'ici là, je vais continuer à travailler les allures, à me préparer de la meilleure des façons et pour cela, je compte sur Xavier, mon entraîneur qui m'accompagne et qui me concocte des séances parfois difficiles mais bien content de pouvoir les passer et de valider tout ce travail en compétition parce que l'entraînement, c'est quelque chose que j'apprécie, mais le reflet de son entraînement, ça passe quand même par les courses, les chronos et le fait d'accrocher un dossard. Donc un début de saison où les voyants sont au vert et je vais veiller à ce que cela dure encore un petit moment. De votre côté, venez me dire quels sont vos objectifs, quelles sont vos préparations du moment. Je sais que ce week-end, du côté de Tours, mais aussi de Berlin, certains vont affronter le marathon, d'autres seront sur des championnats de France, du semi-marathon, comme mon invité du jour que je vais vous présenter immédiatement. S'alimenter sans culpabiliser, c'est la vision de la nutrition que propose Alice Michel, mon invitée du jour sur le podcast. Intervenant en milieu scolaire, nous aborderons tout d'abord ses actions dans les écoles et les lycées où l'éducation à la santé et à la bonne alimentation se doit d'exister encore plus. Vous allez l'entendre, Alice dispose de son franc-parler. Sa façon d'envisager l'alimentation est très pragmatique. Celle-ci part bien souvent d'un constat, d'un état des lieux des pratiques alimentaires des sportifs qu'elle prend plaisir à accompagner depuis 2015. Cependant, limiter une consultation au strict contenu de l'assiette n'a pas de sens pour elle. Son approche est beaucoup plus globale. Elle doit tenir compte de l'environnement, du stress, de la vie familiale, ainsi que du milieu professionnel. Tous ces paramètres influencent nos vies. Elle évoque donc cette psychonutrition qui la guide au quotidien. L'alimentation doit être un plaisir et non pas une source de frustration ou le point de départ d'une forme de culpabilité. Pour son équilibre de vie, Alice pratique bien évidemment le running, c'est pour ça qu'elle est l'invitée du podcast À côté de mes pompes. Depuis de nombreuses années, c'est sur le bitume qu'elle prend plaisir à la recherche des chronos, que ce soit sur 10 km, sur semi ou sur marathon. Elle apprécie le partage en groupe au sein de son club, le Zoom Volt Runner. Alors merci Alice pour ton dynamisme, ta bonne humeur et ton franc-parler sur ce sujet ô combien important qu'est la nutrition. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie d'Alice Michel, la psychonutrition au service de la course à pied. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Alice, merci d'être l'invitée du podcast À côté de mes pompes. Comment vas-tu en ce début de semaine avec un emploi du temps qui, de ton côté, entre le cabinet de diététique et les entraînements, ça doit être bien chargé?
Ouais, bah là, c'est bien chargé. Je vais comme un lundi de premier jour de la semaine. Ça va bien. J'ai repris du coup un petit footing ce matin et les consultations le reste de la journée. Et voilà, j'ai bien attaqué la semaine, donc j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à dimanche. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter pour que tu indiques aux auditeurs qui tu es, d'où tu viens et quel est ton parcours déjà sur un plan professionnel. On verra le parcours sportif par la suite. Alors moi, bah, du coup, c'est Alice Michel. Je suis diététicienne nutritionniste depuis 2015. Je me suis spécialisée ensuite dans la nutrition sportive où j'ai fait une licence et un master pour un peu toucher à tous les types de sports au niveau des filières énergétiques parce qu'il y en a quand même des différentes selon les types de sports qu'on pratique. Donc aujourd'hui, je fais pas mal de consultations en visio, beaucoup avec les patients, où je fais des prises en charge donc des suivis nutritionnels qui peuvent être de longue durée, selon si le patient veut sur du long terme, parce que ça va être une prise en charge un peu plus importante, ou alors vraiment sur du one shot, si c'est pour un type de course particulier, s'il veut juste deux, trois conseils. Et à côté de ça, donc j'interviens aussi dans des établissements scolaires, enfin dans un établissement scolaire, de la seconde au BTS deuxième année. Et donc là, je vais faire tout ce qui est de la prévention sur la nutrition, sur l'activité physique. Et après, je vais faire de temps en temps des interventions aussi dans des entreprises pour tout ce qui est la nutrition. Donc là, ça touche un peu moins au sport. C'est vraiment plus du bien, enfin pas du bien-être, mais plus des conseils un peu plus bateaux, vraiment moins axés sur le sport, Voilà. En ce moment, on entend sur les ondes, à la télé, une grosse campagne pour faire bouger nos jeunes, pour que l'activité physique soit au moins 1 heure présente dans leur quotidien. De ton regard de sportive, de professionnelle de la nutrition, est-ce que tu trouves qu'ils ont besoin de bouger et d'être vraiment accompagnés sur ce domaine qui est compliqué, hein? On voit des jeunes qui peinent à réaliser des activités physiques. On dit souvent que le niveau de performance de nos jeunes ont diminué sur les dernières années. Est-ce que tu le constates à ton niveau? Bah, du coup, ouais, parce que moi, je suis dans un établissement scolaire, comme je te disais, donc c'est un lycée. Et c'est vrai que tu arrives le matin à 8 heures ou tu repars le soir à 17h30. Les jeunes, ils vont être sur un banc. Déjà, limite, je leur ai fait la réflexion la dernière fois qu'en fait, ils communiquent en classe. Entre eux, ils parlent parce qu'en fait, ils n'ont pas le téléphone. Mais du coup, quand ils vont être en dehors de la classe, ils sont tous sur leur téléphone, assis dans le hall de l'établissement. Ils sont tous sur leur téléphone, ils communiquent pas. Et c'est vrai qu'il y a une cour, donc ils ont accès à une cour et tout. Il y avoir des terrains de basket, des choses comme ça. Et il y en a quand même vraiment très peu. C'est vraiment une minorité. Je veux dire, on a 1 sur 20, on va dire à peu près en ratio, qui vont être dans la cour en train de jouer, vont en train de se dépenser, quoi. Voilà. Et pareil, si tu parles un peu avec des profs de PS et tout, t'as l'impression, il y a beaucoup d'élèves, c'est une corvée en fait d'aller faire un cours de PS, d'aller faire un cours du demi-fond. Quand c'est foot, à la rigueur, les garçons ils aiment bien, mais sinon, c'est vraiment, t'as vraiment l'impression que c'est compliqué pour eux même se déplacer, tu vois, c'est tous, ils viennent tous en transport, en bus, même s'ils habitent à côté, quoi. Donc c'est vrai que l'activité physique, comme on dit, c'est pas forcément du sport, ça peut être juste se déplacer, justement, prendre des escaliers, venir à pied, venir en vélo. Et ça, c'est quand même compliqué. Enfin, il y en a quand même beaucoup qui ne le font pas, quoi. Et après, il y a des problèmes d'obésité, surpoids derrière, quoi. Et quand tu regardes ce qu'ils ont dans leur assiette, est-ce que tu fais des bons, justement? Moi, il y a un élève qui m'a dit la semaine dernière, Monsieur, on va manger au kebab, c'est très équilibré, parce que dans le kebab, il y a de la salade, il y a du fromage, il y a des tomates, et il y a un petit peu de viande. Est-ce que tu valides pour le menu du lycéen au jour le jour? Alors ouais, mais moi c'est marrant parce qu'il y en a un, il m'a dit pareil, il m'a dit, Madame, est-ce qu'il y a un bon kebab dans le coin? Et c'était le premier jour de la rentrée. Je lui ai dit, mais vous avez quand même accès à la cantine, ce sera bien plus équilibré, quoi. Et en fait, c'est même, ils veulent même pas aller forcément tester la cantine parce que eux, ils veulent le kebab du coin. Donc, non, forcément, bah, après, lui, il veut prendre de la viande, la salade et tout, mais en fait, mis à côté, il va y avoir énormément de lipides, énormément de matières grasses. Le pain, ça peut être de la bonne qualité, parce qu'il faut aussi voir la qualité de l'aliment. Et c'est vrai que si c'est de la viande, au final, c'est de la viande, mais que c'est presque que des lipides ou de matières grasses dedans, qu'il y a peu de protéines et que la qualité n'est pas là, ça n'aura pas d'intérêt pour eux, quoi. Et même en dehors de ça, on voit très bien quand ils ouvrent leur sac et tout, c'est pas une bouteille d'eau qu'ils vont avoir, c'est une bouteille d'Oasis, c'est le paquet de bonbons le bonbon qu'ils vont essayer de manger en classe comme ça, donc allez hop, un petit pic d'insuline, enfin des choses comme ça, qui vont être mis bout à bout, en fait, on se dit, oh, t'as pas un fruit, quoi. Bon, c'est un peu cliché, quoi, mais prends un fruit pour le goûter, quoi.
Mais après, même les établissements scolaires, à côté de ça, je vois là dans l'établissement scolaire dans lequel j'interviens, à la récré de 10 heures, ça va être, ils proposent à la vente des pains au chocolat et des canettes, quoi. Enfin, des canettes, des jus de fruits. Donc, est-ce que là aussi, il pourrait pas y avoir un pas à faire de l'établissement, quoi? Et de leur dire, bah, déjà, à la place des pains au chocolat, enfin, croissant, peut-être proposer juste vraiment du pain sans que ce soit un croissant et dedans un peu plus équilibré, quoi. Alors au niveau de l'éducation nationale, je pense qu'il y a beaucoup à faire. C'est bien déjà que tu puisses toi intervenir de ton regard de diététicienne, nutritionniste à l'intérieur de ces établissements. C'est pas le cas partout et il faudrait que ça puisse se démocratiser, qu'il y ait vraiment une éducation à la santé, une éducation au bien manger, en plus de ces recommandations qu'il y a, à savoir recommandations autour du bouger, de l'activité physique. Il y a encore du chemin à faire. Mais c'est sûr que, bon, après, forcément, moi, c'est mon boulot, donc je le vois aussi qu'il faudrait que l'éducation nutritionnelle, elle se fait pas quand on a envie d'en prendre conscience et de se dire, ah bah tiens, j'ai 16 ans, qu'est-ce que ce serait intéressant que je mange? En fait, il faudrait que ça se fasse. Même, moi, je trouve que même au lycée, en fait, c'est trop tard. Il faudrait, limite, alors en maternelle, ils sont trop petits pour comprendre, mais peut-être que même dès l'école primaire, en fait, leur faire prendre conscience de ce qu'ils mangent, que ça a un impact, en fait. Alors, petit à petit, là, en fait, il y a les semaines du goût, les choses comme ça, mais en fait, l'alimentation, c'est tellement quelque chose qu'on pratique tous les jours. En fait, tout le temps, tous les jours, on va parler de ce qu'on mange ou d'aliments, en fait. C'est un truc un sujet qui revient très fréquemment. Donc, c'est hyper important de le mettre chez les jeunes, l'éducation nutritionnelle. Ils sont forcément tributaires de leurs parents et c'est les parents qui vont choisir ce qu'il y a dans leur assiette. Mais peut-être que si eux, on leur fait un peu prendre conscience de certaines choses, en fait, peut-être que derrière, même à la maison, ça pourrait se mettre en place. Alors, il y a plein de méthodes, hein, parce que moi, j'ai déjà vu dans des carnets écrire les enfants, demander aux parents de leur faire une salade de crudités pour voir ce que c'est les crudités, des choses comme ça. Et peut-être essayer de bouger deux, trois choses à la maison. Je dis pas qu'il faut bouger partout, hein, bien sûr. Et dans des familles, c'est très bien, hein, ils mangent très bien, mais peut-être des fois, quand on voit la collation de 16 heures, bah, leur dire, bah là, peut-être à la place d'un pitch, ce serait peut-être plus intéressant que tu prennes une pomme pote et je sais pas, une barre de céréales, quoi un peu plus des choses comme ça quoi. Après il y a beaucoup de simplicité aussi derrière des fois c'est pas non plus facile tout le temps de fournir une collation aux enfants et tout ou même le soir ils sont sûrs qu'ils vont être contents de manger des frites et un steak mais est-ce que derrière dans 10 ans ils auront pas des problèmes de santé ça c'est moins sûr quoi. Donc ouais l'éducation nutritionnelle la faire le plus tôt possible je pense que même au lycée en fait c'est un peu tard. De ton côté, Alice, comment est venu cet attrait pour la nutrition? Au cours de tes études, comment tu as découvert cette branche au point aujourd'hui d'en faire ton activité première? Bah, c'est un peu ce que je te dis en fait, c'est que l'alimentation, c'est quelque chose qui est omniprésent dans la vie de tous les jours, quoi. Donc, à un moment, tu te dis, bah, ce que je mange, en fait, c'est ce que je suis concrètement. Donc, bah, essayer de comprendre tout ça, comment fonctionne le corps, comment fonctionne l'organisme, avec quoi il mange, en fait. Pourquoi, en fait, c'est super de dire, tout le monde dit, ah bah, les sucres rapides, c'est pas bon, ça fait grossir. En fait, concrètement, pourquoi? Qu'est-ce que ça fait dans l'organisme? Quelles vont être les réactions physiologiques? Biochimiques, tu vois, enfin, il y a quand même plein de choses qui se passent au niveau métabolique. Donc, essayer de comprendre tout ça pour en fait derrière se dire, ah oui, ok, c'est pas bon peut-être d'en prendre un là. Bah, si je te parle là, c'est peut-être pas bon que je prenne des Haribo. Mais en fait, peut-être que pendant que je suis sur mon vélo, en fait, les Haribo, ils sont peut-être pas non plus si dégueux que ça parce que ça va avoir un intérêt. Tu vois, en fait, plus de remettre les choses dans leur contexte, à leur place, en fait, vraiment se dire, et pas diaboliser un aliment, pas diaboliser une catégorie d'aliments, et plutôt les remettre à leur bonne place et tous se dire qu'en fait, ils peuvent servir à un moment donné, mais il faut juste les utiliser intelligemment, quoi, si je puis dire. Alors là, je vois pas ton bureau. Donc pour l'instant, je vois pas le paquet de Haribo, si tu en Ouais. as ou pas devant l'écran. Personnellement, j'en ai pas non plus à Non, portée il de n'y en main, a j'ai pas. que le verre d'eau. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Non, il n'y en a pas, mais c'est pour schématiser le truc, quoi. Comment se passent ces études? Parce que on en avait parlé déjà avec Anthony Berthoud sur la multiplicité de personnes qui travaillent autour de la nutrition. Et dans les épisodes, on le voit, ça intéresse quand même pas mal les sportifs. De ton côté, est-ce que tu trouves que c'est quand même un des facteurs de performance aujourd'hui pour grappiller, être plus à l'aise et optimiser finalement ses courses, ses compétitions et sa pratique sportive au quotidien? Ah bon, encore une fois, c'est mon boulot, donc forcément, je vais pas dire que ça optimise pas du tout. Moi, je suis convaincue, et sinon je ferais pas ça d'ailleurs, je suis convaincue que c'est un des facteurs, mais clés. Enfin, alors, il y a beaucoup de facteurs de performance, il y en a énormément.
dedans. Il y en a qu'on appelle l'entraînement invisible. Et donc, dedans, il y a l'alimentation. Et c'est pas pour rien. C'est parce qu'en effet, ce que tu manges va faire que tu es plus ou moins performant, que ce soit déjà le jour de la course ou que ce soit même sur une séance, en fait. Enfin, il suffit que tu as une séance le mardi soir, le midi, t'as pas mis de féculents, chose comme, t'as pas mis de féculents, t'as peut-être mis que des crudités. En fait, c'est physiologiquement, tu vas être moins performant sur ta séance du soir, quoi. Tu vas jamais mettre de protéines dans ton alimentation à n'importe quel moment. Donc là, je te parle même pas des moments clés où on peut les mettre dans l'alimentation. Tu mets pas de protéines dans ton alimentation de la semaine, enfin même du mois, de toute ta prépa, tu vas te blesser. Enfin, tu vas te blesser musculairement parce que ton muscle, c'est de la protéine. Donc si tu n'apportes pas de protéines dans ton corps, tu te blesses. Donc oui, il y a un moment, là on parle d'alimentation, mais même je te parle d'hydratation. Tu prends pas d'eau, t'es pas assez hydraté, tu te blesses. À un moment, tu manges pas assez de glucides, t'as pas assez de glycogène dans tes muscles, bah, du coup, pour aller faire un marathon derrière, tu seras moins performant. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des régimes qui existent, des régimes dissociés, des choses comme ça. C'est parce on essaie de vraiment être sur tous les attraits de l'alimentation, des glucides, des lipides, des protéines, pour les utiliser au meilleur moment de la prépa. Et là, je te parle encore que des macronutriments, hein. Parce que si derrière, tu prends pas, par exemple, de fruits, de légumes crus, tu vas avoir moins d'antioxydants. Moins d'antioxydants, tu auras dans ton corps plus de toxines que tu auras du mal à éliminer. Alors que si tu as des journées où tu vas un peu plus mettre de fruits crus, de choses comme ça, tu pourras plus vite récupérer, tu pourras mieux enchaîner tes entraînements. Donc oui, pour moi, c'est évident qu'il y a un facteur, clé au niveau de la performance sur l'alimentation. Est-ce que pour toi, il y a une alimentation avec, on va dire, une certaine forme les jours où il y a des entraînements ou des compétitions et une alimentation différente sur des jours off où il n'y a pas de séance, ou est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus fin que cela et qui va, on va dire, se tisser sur la longue durée? Ouais, moi, je travaille un peu comme ça. Je travaille avec le plan d'entraînement. Du coup, je prends le plan d'entraînement de la personne. Et en fonction de ça, on essaie de cibler les séances clés. Donc, souvent, les séances clés, ça va être la séance de fartlek, la séance de la sortie longue du dimanche. Et en fonction des séances clés, on va essayer de voir ce qu'il faut mettre avant, après la séance ou pendant la séance encore. Tu vois, ça va être une sortie longue de 2h10, n'importe quoi. Ah, il va falloir faire des apports dedans. Donc, à quel moment on fait les apports? Qu'est-ce qu'on apporte si, avec la température qu'il va faire dehors, en fonction de la personne, ce qu'elle a déjà l'habitude de consommer à l'effort, si elle peut avoir des points d'eau, enfin des choses comme ça. Et donc, oui, donc je fonctionne comme ça pour essayer d'optimiser au mieux. Et sur les jours de récup, donc souvent on a tendance à dire bah, je cours pas aujourd'hui, donc je peux faire un peu ce que je veux. Mais au final, non. Enfin, moi, j'essaie du coup de plus inciter et de faire de la prévention qu'en fait, ta journée de récup dans la semaine, si tu as plusieurs jours de récup dans la semaine, je sais pas, sur les jours-là, en fait, ton corps est en récup, donc en fait, aide-le à récupérer. Donc, pour l'aider à récupérer, apporte-lui justement des choses que peut-être les autres jours de la semaine, tu vas moins pouvoir apporter parce que tu as des grosses séances, donc peut-être plus de fruits crus, de légumes crus, de choses qui vont apporter des antioxydants, des vitamines et qui vont te permettre justement d'aider ton corps à récupérer et à éliminer toutes les toxines que tu veux éliminer justement en faisant ton jour de récup. Parce que ton corps, tu veux l'aider à récupérer, donc pousse-le encore plus avec les aliments qui peuvent aider sur ça. Et pas justement se dire, bah, je suis en jour de récup, je vais prendre mon kebab, quoi. Et encore une fois, je suis pas du tout dans l'extrême. Et si justement, je te parlais de culpabilité et tout, évidemment, on n'est pas là à tout calculer. Je suis pas là, enfin, je fais à peser personne ces aliments. Je dis pas tant de grammes de glucides, tant de grammes de protéines. Aussi le faire manger avec plaisir. Et si on a mangé justement un kebab sur le jour de récup, c'est pas grave, mais c'est juste plus sensibiliser et avoir conscience des choses, quoi. Et après, quand on a conscience des choses, on fait un peu, enfin, libre à chacun de faire un peu comme il veut. Bah, tu m'as coupé un petit peu l'herbe sous le pied parce que je voulais te demander comment tu fonctionnais. Est-ce que c'est la pesée stricte, le calcul Non, des macronutriments, ou est-ce que là, tu fonctionnes à non. l'envie, à la quantité, à la satiété? Comment tu peux réguler l'appétit d'un coureur qui a quand même des gros besoins après une séance ou après une Mm. compétition? Donc, du coup, bah, moi, déjà, ce que je te dis, c'est comme je fais un peu avec la psychonutrition et tout, c'est que déjà, en fait, la prise en charge, je veux qu'elle ait aucune charge mentale, vraiment qu'il n'y ait pas de charge mentale sur la prise en charge. Il y a déjà assez de choses, déjà l'entraînement, ça va être de la charge mentale. Si après, il y a l'hydratation, le sommeil, et qu'en plus, on met l'alimentation, on s'en sort plus en fait. Il y a trop de choses à penser, trop de choses à faire. Donc déjà, si on peut éliminer, peser, compter les calories, compter les grammes, des choses comme ça, tout ça, moi j'enlève et je fais vraiment
avec les sensations. Donc, tu as la sensation de faim, la sensation de satiété, la sensation de rassasiement. Donc, ça, c'est trois sensations qui vont être liées à l'appétit, sur lesquelles, donc ça, c'est des choses sur lesquelles je vais essayer de travailler plus sur les prises en charge. Et après, donc, pareil, tu vois, peut-être les besoins énergétiques et tout vont pas être les mêmes, comme tu dis, chez un sportif il va faire du sport. Si le mardi et le dimanche, ça va être ses grosses séances, par exemple, bah, en fait, il aura pas du tout les mêmes besoins et le même appétit que le jeudi où ça va être son jour de récup. Donc là, c'est pareil, c'est pour ça que je vais faire peser des choses. Non, on va plus le faire à l'envie, enfin, pas à l'envie, mais plus réfléchir intelligemment où on va mettre plus de féculents. Donc plus en quantité et en appétit, quoi. En, selon comme ça, ouais, pour manger. Alors, dans l'assiette, qu'est-ce que l'on met? Est-ce que tu as des fondamentaux, des bases pour que la personne, on le disait tout à l'heure, hein, n'aille pas jusqu'à la blessure, n'aille pas jusqu'à l'épuisement et mentalement soit également bien sans avoir une charge qui viendrait peser sur cette notion fondamentale qu'est l'alimentation? Bah, alors après, tu vois, ouais, donc ça, c'est pareil, les bases, ça va être aussi en fonction propre à chaque personne, en fonction de son plan d'entraînement. Mais comme je te disais tout à l'heure, il y a trois macronutriments, les glucides, les lipides et les protéines. Donc là, ça va essayer que sur la semaine, ce soit bien équilibré et que pas, par exemple, de lipides, parce que les lipides, des fois, c'est des choses qui vont faire peur, surtout chez les sportifs, qui va essayer de vouloir souvent, même si la prise en charge, c'est surtout pour la performance, il y a toujours un petit côté derrière. Et si je peux perdre 1 ou 2 kilos, c'est pas mal. Donc c'est vrai qu'il y a quand même souvent la notion de poids dans les prises en charge et les lipides et même les glucides, souvent font peur. Enfin, on se dit, si je prends trop de glucides, je vais prendre du poids et tout. Alors que bon, c'est pas le cas déjà, mais du coup, oui, j'essaie de travailler avec ces trois macronutriments et les mettre à des endroits un peu clés, comme je te disais. Donc, essayer que tu vois, par exemple, avant les séances, je vais travailler à mettre enfin, qui est vraiment des féculents. Donc là, faire attention à tes féculents dans ton assiette. Et après les séances, tu fasses attention à mettre des protéines dans ton assiette. Et après, forcément, l'assiette, on va dire, idéale, mais ça, c'est en fait, le truc, c'est que chez les sportifs, je peux pas te dire une assiette idéale parce que ça va trop dépendre de son entraînement, de sa durée d'effort, des choses comme ça. Mais si tu veux prendre quelqu'un qui fait pas de sport, je m'en vais dire lambda parce que c'est pas lambda, mais une prise en charge, on va dire type, comme tu vas apprendre début, ça va être vraiment, tu divises ton assiette en trois, tu vas avoir un tiers de féculents, un tiers de protéines, un tiers de légumes. Ça, c'est l'assiette comme tu peux, basique, et après, tu l'adaptes en fonction de si tu as une compète, si tu es en jour de récup, si tu es après un entraînement, si tu es avant un entraînement, si là, dans ton cycle d'entraînement, ça va être ta grosse semaine de charge, si au contraire, tu es en décharge. Enfin, du coup, tout ça, c'est adapté, en fait, en fonction du plan d'entraînement. Donc, c'est compliqué à mettre une journée type, un plat type, par contre, chez le sportif. Et c'est ça qui est bien dans l'alimentation du sportif, justement. C'est que c'est tout le temps, en fait, à adapter en fonction de la journée et tout ça, quoi. Et avec certains sportifs qui ont des régimes peut-être particuliers entre ceux qui ne consomment plus beaucoup de viande, ceux qui sont vraiment tournés vers le végétal, est-ce que ce sont des tendances que tu as vues augmenter ou est-ce que ça reste quand même très minoritaire chez les sportifs que tu accompagnes au quotidien? Alors, j'en ai plusieurs. J'en ai des végétariens, des personnes végétariennes ou végétaliennes, du coup, qui mangent pas du tout de produits de provenance animale. Ça reste quand même globalement une minorité, même il y en a dans les prises en charge qui souhaitent diminuer justement leur consommation de viande. Donc ça j'en ai quand même régulièrement, mais c'est plus pas une peur, mais une appréhension du coup de manquer, de comment je fais la transition, parce que j'ai l'habitude de manger 2 fois de la viande par jour. Donc, à quel moment je peux diminuer, ce sera moins risqué pour moi, que j'ai toujours mes protéines et tout. Donc, tout ça, il y en a. J'en parle souvent dans beaucoup de prises en charge. Après, qui ont vraiment des régimes vraiment drastiques, végétariens ou véganes, ça reste quand même une minorité, même si j'en ai. Mais ça se fait très bien, hein. Sur ces remplacements, tu disais tout à l'heure, on diminue la quantité de protéines. Animales, par quoi on peut les remplacer? Est-ce que les lentilles, il faut en mettre à toutes les sauces? Ou est-ce qu'il y a d'autres aliments? Oui, les aliments. Mais du coup, là, on va parler de complémentarité nutritionnelle. Donc, la complémentarité nutritionnelle, en fait, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais si tu veux, une viande ou viande, poisson ou œuf,
VPO, on dit ça pour les initiales. Euh, donc, tous ces aliments, en fait, quand tu vas les prendre, tu vas avoir les 8 acides aminés essentiels. En gros quand tu parles de protéines, une protéine, elle est composée d'acides aminés. Donc, si tu veux, c'est comme si tu prends un collier. Le collier, c'est la protéine et les perles, c'est les acides aminés. Le corps, tu en as 8 qui ne peut pas synthétiser lui-même. Ça veut dire qu'il est obligé de les apporter par l'alimentation. Et ce qui est bien avec les produits d'origine animale, c'est que tu as les 8 d'un coup. En prenant ton poulet, tu as tes 8 acides aminés. Donc, tu n'as pas besoin en fait d'aller les chercher ailleurs puisque tu sais que tu les as. Là où c'est un peu plus compliqué avec l'alimentation quand tu retires les produits de provenance animale, c'est que du coup, dans les pâtes, dans les féculents ou dans les légumineuses et tout ce que tu me disais, les lentilles, il va manquer des acides aminés. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de complémentarité nutritionnelle, parce qu'on va coupler des féculents à des légumineuses pour du coup que quand tu mets les deux ensemble, tu retrouves quand même tes 8 acides aminés. Parce qu'il ne va pas manquer les mêmes en fait dans la famille des féculents, dans la famille des légumineuses. Et donc, cette complémentarité nutritionnelle, les légumineuses, c'est tout ce qui va être les lentilles, les lentilles corail, les lentilles vertes, les pois chiches, les fèves, les haricots rouges, les haricots blancs. Tout ça, ça va être on dit que c'est les légumineuses. Et d'ailleurs, dans la pyramide alimentaire qu'on connaît tous là, ils ont ajouté cette catégorie d'aliments des légumineuses, qui est maintenant une catégorie à elle seule. Alors qu'avant, elle était mise avec les féculents. C'est plus riche en protéines, les légumineuses, que juste des féculents. Tu parlais de psychonutrition, de culpabilité, ou du moins de retirer cette culpabilité sur les personnes que tu accompagnes. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui peut être une chape de plomb pour des sportifs, cette course au poids, que ce soit surpoids ou un manque de poids sur la balance qui peut entraîner des troubles et du stress peut-être pour des personnes qui débutent la course à pied? Comment tu gères cette psychologie, on va dire, du sportif avec cet aspect nutrition que tu travailles au quotidien? Bah déjà, souvent, quand il va y avoir du coup cet aspect un peu de vouloir perdre de poids et tout, on se rend compte que c'est vite le même schéma chez beaucoup de monde, c'est que au matin, le réveil, la personne va se dire, faut que je diminue un peu mon assiette. Forcément, si je veux perdre du poids, bah, faut que je diminue ma quantité que j'ingère. Et en fait, la personne va souvent diminuer dès le petit-déj. Donc en fait, en diminuant les quantités dès le petit-déj, le problème, c'est que ça va faire un déficit tout de suite dès le début de la journée. Et en fait, le truc, c'est que ça va se répercuter vers 18h30 quand on rentre du boulot en général. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir la culpabilité de rentrer et d'avoir faim, mais physiologiquement, ce qui est complètement compréhensible, puisqu'il y a eu un manque dès le début de la journée. Donc en fait, le corps va instinctivement aller chercher dans les placards ce qu'il y a. Souvent, ça va être des produits gras ou des produits sucrés. Et donc derrière, il va y avoir une culpabilité qui va s'installer et l'impression de répéter le schéma tout le temps. Parce que du coup, culpabilité, on va se dire, ah bah le lendemain, il faut que je mange encore moins. Sauf que du coup, le lendemain, je refais exactement la même chose. Donc le limite, je vais commencer à sauter le petit-déj. Je saute le petit-déj. Le midi, j'essaie de faire un truc un peu carré parce que j'ai encore pas trop faim. Donc là, je me dis, vas-y, les légumes, j'essaie de faire ça bien. Sauf qu'en fait, j'arrive à 17h30 chez moi, bah, j'ai super faim parce qu'en fait, pourquoi? Bah, j'ai sauté le petit-déj. Et j'ai sauté le petit-déj, donc il manque un repas au final dans la journée. Et donc déjà, je parle de principe. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais essayer déjà de rééquilibrer. Donc là, ça va être un rééquilibrage nutritionnel. Et juste de dire, mais en fait, il n'y a pas, là, t'as pas de truc, parce que du coup, les personnes vont commencer à se dire, je trouve que j'ai un trouble alimentaire, un trouble du comportement et tout. En fait, non. Physiologiquement, ton corps, il répond normalement. T'as pas donné assez à manger, il va chercher à manger dès que tu rentres chez toi parce qu'il connaît les placards. Donc en fait, on va commencer par quoi? On va commencer par remettre le petit-déj, un vrai petit-déj, quitte à que ce soit vraiment un bon petit-déj. Donc je vais pas commencer par mettre un vrai gros déj parce que là, ils vont prendre peur puisqu'ils veulent quand même une perte de poids. Mais commencer à réinstaurer un petit-déj, dire normal en fait, donc quelque chose qui va suffire à la personne pour juste quand elle rentre chez elle à 18h, bah, pas sauter sur je sais pas, le pain, fromage ou le carré de chocolat, la tablette de chocolat, je sais pas. Et en fait, instinctivement, la personne, enfin, j'ai déjà eu plusieurs fois ce schéma, hein, c'est pour ça que je sais, va se dire, bah en fait, non, c'est juste oui que j'avais faim et j'ai pas de problème en fait avec l'alimentation, quoi. Donc ça, c'est un schéma assez classique. Donc, essayez déjà vraiment de déculpabiliser la personne à se dire, non, c'est pas que tu craques le soir quand tu rentres chez toi, c'est juste que tu as faim. Donc déjà, on, on refait les vrais repas, la base, et on n'essaye pas d'enlever des trucs à droite à gauche. Et après, si ça va être plus des problèmes de sensations, de choses comme ça, je fais aussi des fois écrire. Donc, par exemple,
quand il y a eu un sentiment vraiment de culpabilité parce que les collègues, ils ont apporté des croissants au petit déjeuner et des chouquettes et j'ai pris un croissant et 5 chouquettes et du coup à 10 heures j'étais perdue, je savais plus quoi faire. Bah déjà écrire les sensations qu'on a ressenties au moment où on a mangé le croissant. Est-ce que tu as pris du plaisir à manger ton croissant ou est-ce que dès le début c'est de la culpabilité? Et essayer après d'écrire ce qu'on a ressenti, ce qu'on a eu pour après prendre du recul et se dire bon bah, en fait c'était un croissant dans la semaine ou tu vois, des choses comme ça. Ou alors, l'effet inverse, donc là, c'est pas sur la culpabilité, c'est plus quelqu'un qui va pas se rendre compte qu'il va y avoir beaucoup d'apports, justement, là, de croissants, de flancs, d'éclairs dans la semaine. Et donc, essayer d'écrire peut-être les points qu'il n'avait pas l'impression où il y avait des apports de sucre. Se dire, bon, bah là, en fait, t'en as quand même 5 fois sur 7 dans la semaine. Ça fait beaucoup. Peut-être qu'il faut prendre conscience qu'il y a beaucoup de sucre dans la semaine. Du coup, là, ça dépend vraiment des personnes, ce qui est attendu et tout. Le fait d'ancrer sur le papier, je pense que ça permet de vraiment fixer la quantité que la personne va pouvoir consommer. Enfin, je me rappelle, moi, de l'avoir fait pour une consommation de sucre, étant un bec sucré, et on avait fait 2 épisodes avec Fabrice et Laurine à ce sujet-là, et de se rendre compte que, ben, oui, sur la semaine, sur la journée, il y avait eu cette consommation-là, et les moments, tu vois, des moments où tu zones un petit peu dans la maison, où tu n'as pas d'activité, tu te dis, tiens, ah ben, j'ai comme une sensation de faim, mais c'est pas forcément la faim, c'est juste le fait de tuer le temps. On se dit, tiens, on va aller piquer quelque chose dans le placard, et c'est pas forcément la bonne stratégie. Ouais, bah, c'est exactement ça en fait. Le truc de des fois, je vais faire écrire sur 4-5 jours vraiment tout ce qui est mangé. Donc, ça peut être contraignant pour la personne. Donc, c'est pour ça que je ne fais jamais sur une semaine, je fais plus sur 4-5 jours. Vraiment écrire tout ce qui a été mangé avec les sauces, avec les sodas, les choses comme ça. Et après, on se pose du coup au rendez-vous suivant et on va surligner ensemble tous les trucs qui vont être sucrés, tous les trucs qui vont être gras. Et là, tu vois, si tu surlignes en rose tous les trucs sucrés, bah, en fait, t'en as trop dans la semaine. Ou alors, si tu surlignes les protéines, t'en as pas dans la semaine. Du coup, c'est là que tu te dis, bon, tu vois, on le voit là sur 4-5 jours, il y a un déséquilibre quelque part. Donc, on essaie de rééquilibrer. Et visuellement, c'est important en fait pour la personne enfin, de visualiser en fait ce qui est fait, ce qui est consommé, et on prend plus conscience, on peut prendre plus de recul en écrivant. Ouais. Et ça, c'est valable, donc ça, ce qu'on dit pour les aliments, mais aussi pour les sensations, pour les émotions un peu qui peuvent être ressenties quand il y a de la culpabilité, de la frustration, parce que j'ai absolument dit non je sais pas ce qui a été ramené, au banana bread que ma collègue elle a ramené, mais du coup, derrière, à 16 heures, j'ai craqué pour le brownie. Du coup, voilà, essayer de comprendre un peu tout ça et de démêler un peu les émotions. Est-ce qu'avec la période de Covid que tu as traversée hein, en tant que nutritionniste, diététicienne, est-ce que ça a accentué la culpabilité chez certaines personnes qui se retrouvaient un petit peu seules, un petit peu éloignées de toute vie sociale et derrière bah, d'être un petit peu perdues dans l'alimentation? Ou est-ce que tu n'as pas ressenti, toi, ce genre de dérive? Si, bah, c'est marrant parce que dans les prises en charge, je vais dire bon, approximative, mais dans 75% des prises en charge, quand je demande au premier rendez-vous de faire vraiment un historique un peu du passé de l'alimentation, de remonter le plus loin possible s'il y a eu des variations de poids, s'il y a déjà eu enfin, peu importe des, des régimes alimentaires, des choses comme ça. Et 75% des cas, on va me parler de la période de Covid à un moment quand on va remonter, quoi. Et me dire, et donc là, il y a le Covid qui est arrivé, donc soit bah, j'ai pris, souvent il y a eu une prise de poids, en effet. Après, j'ai des patients qui sont mis au sport, par contre, c'est très variable, hein, donc je pourrais pas faire une généralité, mais il y a eu donc souvent, il y a quand même eu une prise de poids, quand même, souvent, pendant la période de Covid. Après, j'en ai du coup qui se sont mis au sport, par contre, pendant la période de Covid. Et j'en ai qui du coup se sont mis au sport et viennent parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils se sont trop mis au sport pendant la période de Covid. Donc, oui, le Covid, il y a eu quand même je pense, dans une généralité de prise de poids. Parce que, par contre, d'autres personnes aussi qui pratiquaient le sport avant le Covid se sont retrouvées en période de Covid. Et si c'était du sport pas individuel, mais plus collectif ou autre, là, il y avait moins la dépense. Et le fait d'être chez soi et tout, on mange plus. Et donc, ouais, prise de poids derrière. Une prise de poids, on reprend le sport. Et là, il peut y avoir des blessures aussi, quoi. Donc, c'est vrai que c'est une période un peu compliquée quand même dans tout ce qui est hygiène de vie. On parlait tout à l'heure du petit déjeuner. Tu dis, il n'est pas forcément recommandé de le sauter. Ton regard sur le jeûne intermittent, puis tu nous diras quelles sont finalement les bonnes bases d'une journée avec un petit déjeuner qui tient la route.
Ouais. Donc déjà, tout ce que je dis là, c'est vraiment, à chaque fois, c'est mon point de vue et ce que moi je pense. Et c'est ce que je dis d'ailleurs à mes patients. Il y a plein de prises en charge différentes, il y a plein de choses différentes qui se font. Et c'est pas forcément le discours vrai que j'ai, mais c'est ce que moi je pense et je suis convaincue. Donc c'est pas parce que là, je vais dire oui ou non sur le jeûne intermittent que c'est forcément la vérité. Mais donc déjà, pour moi, le jeûne intermittent, ça dépend pourquoi il est pratiqué. Donc il faut voir la motivation du jeûne intermittent. Si la motivation du jeûne intermittent, ça va être une perte de poids, pour moi, c'est pas une bonne chose. Par contre, si le jeûne intermittent, ça va être quelque chose pour peut-être éliminer des toxines, que le système digestif se repose, pour mettre au repos un peu le corps, que ce soit plus quelque chose de thérapeutique, là, pour moi, ça va être intéressant. À partir du moment où c'est une motivation pour une perte de poids, pour moi, bon, c'est peut-être un peu cliché ce que je veux dire, mais c'est des gens qui vont avoir essayé beaucoup de régimes et qui essayent toujours d'aller sur un nouveau régime euh, parce que les autres régimes n'ont pas fonctionné. Mais c'est peut-être parce que en fait c'est un rééquilibrage alimentaire qu'il faut faire et sauter le petit déjeuner, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Souvent, si c'est pas bien pris en charge, il va y avoir des répercussions en fin de journée. Donc pour moi, le petit déj, c'est le repas principal, enfin, c'est le repas limite le plus important de la journée. Donc, à aucun de mes patients, je leur ferai sauter le petit déjeuner. Quand il y a des gens qui vont me dire le jeûne intermittent et tout, je vais essayer de comprendre les motivations, les choses comme ça. Si je vois que c'est pour une perte de poids, là, je dis on arrête et on refait des cycles normaux, enfin normaux, avec 3 repas par jour et une collation. Quand même, j'essaie d'instaurer la collation. Euh, du coup, c'était pour dire que donc, le jeûne intermittent, quand c'est pour une perte de poids, je trouve pas ça bien parce que le petit déjeuner, en effet, on commence la journée par ce repas. Donc, pour moi, il est super important parce qu'il va permettre déjà de, de reprendre, en gros, ce que pendant la nuit, on a un peu perdu pendant un peu des stocks de glycogène, des choses comme ça. Donc, il va permettre de récupérer de la nuit et il va permettre de tenir sur la matinée. Donc, quelqu'un qui va travailler jusqu'à 12h30, 13h, prendre un petit déjeuner à 8h, c'est hyper important si les derniers repas remontent à 20h. Sinon, ça va être c'est un jeûne, c'est le jeûne intermittent, du coup, c'est le principe. Mais c'est long, en fait. C'est une période qui est longue. Donc moi, je le mets et j'essaie qu'il y ait un apport de protéines le matin pour avoir cette sensation de satiété qui souvent, le petit déjeuner, est trop sucré. Et ça, pour revenir encore aux enfants et l'éducation nutritionnelle, on est habitué, en fait, tout petit, bon, c'est de la facilité parce que les enfants vont plus manger du sucre, ils vont prendre un petit déj, au moins ils ont un petit déj, mais souvent il est trop sucré. Un petit déj trop sucré va occasionner la faim vers 10h30, 11h. Et là, ça va être le petit grignotage avec les collègues, le petit gâteau, le petit Kinder Country qui va traîner avant le repas du midi, de midi et demi. À midi et demi, on aura mangé vers 10h30 un petit truc sucré, donc on aura moins faim. On va moins manger un truc qui est un peu plus intéressant au niveau nutritionnel, un peu plus quali qu'un Kinder Bueno. Et au final, on va moins manger, donc on va réavoir faim vers 16h30 et on va manger un truc un peu sucré. Donc le petit-déj, il est important et d'autant plus de quoi il est composé, les composants du petit-déj. Et mettre des protéines permet d'avoir une bonne satiété et de tenir jusqu'à midi, midi 30. Alors, tu dois le voir avec les élèves. Quand tu les as en cours, la dernière heure de la matinée, l'attention, elle est plus du tout la même que celle Ah que bah tu là, as en début de journée. ah non, bah de 8 à 10, les élèves, c'est tranquille. On arrive à l'heure de 11h midi, ça n'a rien à voir. Donc, ils sont tous excités là. Bon, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Du coup, déjà pour un petit déj parce que j'avais fait une fois un sondage, il faut que je refasse parce que ça fait longtemps quand même, pour savoir qui prend des petits déj. Et honnêtement, il y en a très peu. Ou alors, ils vont arriver à 8h dans la classe et ils vont manger et ils vont se dire, ah bah, j'ai pas pris de petit déj. Limite, j'aurais envie de leur dire, prends-le parce que sinon, tu vas pas tenir la matinée. Mais sinon, c'est le café à 8h, quoi. Donc, euh, donc non, en fait, il faut qu'ils déjeunent chez eux, quoi. De mon côté, Alice, tu vas me dire ce que tu en penses. Je pratique des séances bien souvent très matinales. Et si je veux partir, on va dire, avec un ventre relativement léger et pas attendre que ma digestion se fasse, je pars bien souvent avec très peu de choses dans les valises. Est-ce que je pourrais optimiser cette séance matinale sans avoir l'inconfort d'un petit déjeuner et sans me lever, toi, avec un timing beaucoup trop important par rapport à la séance que j'effectue des fois de 6h à 7h du matin? Parce que là, du coup, tu veux dire que tu pars à jeun ou tu manges quand même un petit truc? Un petit truc, mais c'est pas le petit déjeuner. Je le fais bien souvent après avec la recharge en protéines et en essayant de limiter la consommation de sucre. Ça, j'essaie de m'y tenir.
Ouais. Bah, du coup, déjà, tu pars pas à jeun sur une séance de fractionné. Donc, déjà, moi, ça, je suis pour parce qu'il y en a qui vont vouloir faire des séances à jeun de fractionné. Donc, du footing à jeun, bah, il n'y a pas de, y a pas de souci si ça dépasse pas 1h15, 1h30. Après, ça dépend des personnes, encore une fois. Mais par contre, pour les séances, oui, il faut mieux partir avec quelque chose, avec avoir mangé quelque chose avant. Un apport glucidique, en effet, c'est mieux. Et si, en effet, il faut pas se lever 3 heures avant, bah, soit ça va être moins sympa, mais une boisson peut-être d'effort dans une gourde avec un peu d'apport glucidique dedans. Ça dépend si c'est sur la piste. Du coup, c'est peut-être facile à la poser à côté de la piste. Si ça va être sur un parcours un peu plus, enfin, une boucle ou une chose comme ça, bah alors dans ce cas-là, ça va être de prendre des, des barres d'effort ou tout simplement un gel. Alors, un gel à 8 heures du mat, c'est peut-être pas super agréable, mais au final, ça fait quand même un apport glucidique et ça nous évite d'être à jeun et d'aller taper dans des stocks qui ont déjà bien diminué pendant la nuit, quoi. Après, bon, moi, je suis assez partisane de tout ce qui est pommes potes et tout. Ça, je trouve ça hyper digeste et quand même assez bien nutritionnellement. Bon, les pommes potes sans sucre ajouté, c'est pas mieux. Mais après, des barres de céréales assez digestes, bah, on parlait tout à l'heure des barres à pyrone. Là. Il y en a des forts, des glucidiques qui sont bien et qui sont digestes. Donc, ouais, quelque chose de digeste, ça, c'est mieux. Et pour une séance sur la pause de midi, comment on gère son déjeuner? Parce que là aussi, c'est un moment un petit peu stratégique. Il y a beaucoup d'auditeurs qui réalisent leur séance pour éviter que ça empiète sur la vie familiale du matin ou du soir. Comment tu organises la prise de repas de tes patients, athlètes qui doivent s'entraîner sur cette période de la pause méridienne et ensuite prendre leur déjeuner? Il faut quand même prendre du temps pour manger derrière. Mm. Alors, encore une fois, ça va dépendre du patient, de son boulot, s'il peut directement manger après dans son ordi ou si c'est quelqu'un qui va être devant des élèves ou qui va être avec d'autres personnes, donc il ne pourra pas manger pendant. Après, ça dépend à quelle heure le petit déjeuner du matin va être pris aussi. Si c'est quelqu'un qui va prendre son petit déjeuner à 7h30, 8h ou encore plus tôt, là, si la séance est à midi, alors si c'est une séance, hein, si c'est un footing, bon, c'est encore différent, mais si c'est une séance, là, je vais recommander de prendre un truc vers 10h, 10h30, un peu comme, comme on disait juste avant, là, pour le footing du matin. Et donc, après, une fois qu'il est rentré de sa séance, prendre son repas, son déjeuner, avec du coup des protéines, des choses comme ça dedans. Et si c'est quelqu'un qui peut un peu plus gérer son emploi du temps parce qu'il va être en télétravail et tout, bah, c'est peut-être le petit déjeuner, le décaler à un peu plus tard, justement vers 19h30, 10h. Et comme ça, pour aller courir à midi, ce sera assez simple, il n'y a pas besoin de faire une collation le matin. Là, ça dépend à peu près un peu des horaires, ce qu'on peut faire au niveau un peu puzzle de l'entraînement, quoi. Mais oui, par contre, si le petit-déj est pris 5 heures, 5h30 avant, refaire un apport glucidique 1h30 avant de partir, quoi. Sinon, la pause de midi, en plus, enfin, si c'est l'été et tout, plein cagnard, on a déjà plus d'énergie et on va se cramer, quoi. Et sur la collation avant une séance le soir, pareil, un petit peu de chocolat, quelques amandes, ça passe. Enfin, faut pas charger trop non plus. Ouais, pareil, bah, encore plus, j'ai envie de dire le soir parce que l'écart, il est souvent plus important enfin, l'écart déjeuner, repas du soir est souvent plus important que petit-déj, déjeuner le matin. Du coup, là, oui, la collation, vraiment, encore plus importante si la séance est le soir, que le repas est pris à midi. Souvent, la séance, elle va être vers 19h, 19h30. Du coup, faire un apport vers 16h, 16h30. Pareil, un apport glucidique, c'est bien. Et en effet, le couplet avec peut-être. Enfin, mettre deux composantes. Je suis plus partisan de mettre deux composantes dans une collation de 16 heures que une seule composante. Donc, une compote, une barre de céréales, par exemple, des graines oléagineuses avec un yaourt nature, enfin, voilà. Un fruit avec un carré de chocolat, enfin, voilà. Juste qu'il y ait deux choses. Deux choses. Basculons maintenant sur ton parcours de sportive. Donc, la course à pied, comment est-elle venue dans ta vie? Est-ce que tu es coureuse à pied depuis ta plus tendre enfance ou est-ce que c'est beaucoup plus récent? Bah, c'est venu assez progressivement, mais j'ai quand même commencé relativement tôt quand même pour autant. On va dire que c'est au début avec le sport scolaire, bon, l'UNSS, je sais qu'il y en a beaucoup qui commencé avec l'UNSS, moi j'en fais partie. Du coup, de commencer les crosses, après la, la saison de cross, l'athlé et tout. Et après, au lycée et tout, on court un peu plus, d'ailleurs un peu plus sur route, un peu plus pour soi et tout.
Et après, on se prend vite en fait, on se prend vite au jeu des chronos, hein. Le fait de faire une course, même si c'est le premier 10, bon, le premier 10, on va peut-être se dire on veut le finir. Après, on va le faire un certain temps. Je sais pas, mon premier 10, j'ai peut-être fait en 53 minutes. Après, on va se dire, ah, je peux peut-être passer en dessous de 50 minutes, des choses comme ça. Et en fait, après, même chaque minute, enfin, là, maintenant, je parlerai même plus en minutes, je parle en secondes, parce que pour gagner des minutes, c'est de plus en plus compliqué. Mais c'est vrai qu'au début, quand on commence, on a vite envie de gagner. On se dit, ah, je pense que je peux faire, donc comment je fais? Bah, en fait, je cours plus. Je cours plus, j'ai plus de volume d'entraînement, je progresse plus vite, je progresse, bah, j'ai encore plus envie de courir, du coup. Et après, bah, oui, ça devient. Puis après, ça devient même un équilibre de vie, en fait, au-delà de la performance. Ça devient vite quelque chose bah, qui j'ai pas envie de dire un échappatoire parce que bon, il n'y a pas besoin non plus m'échapper, mais vite un moment pour soi et on se dit, ah bah, je vais courir, là, je mets quand ma séance et ça devient naturel, en fait. Avec une affection de ton côté pour la route. Je t'ai vu du côté de Chamonix faire quelques footings, mais pas de trail au programme et pas de compétition sur ces terrains accidentés. Le macadam est ton ami. Ouais, non, j'étais à Chamonix pour l'UTMB, là, mais j'étais pas du tout alignée sur une course, j'ai pas pris le départ, j'étais vraiment pour l'événement. Moi, non, je suis vraiment que sur la route. Pour l'instant, je m'amuse beaucoup sur la route, j'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Peut-être un jour, je dis pas le contraire, mais vraiment pour l'instant, là, je prends vraiment beaucoup de plaisir sur la route, sur toutes les distances, en fait, du 10 au marathon. Pour l'instant, je suis bien, j'ai encore l'impression que je peux progresser. Donc là, j'ai vraiment pas. Pour l'instant, le trail, pas du tout. Ça m'attire pas du tout, en fait, pour l'instant. Donc, on verra plus tard. Alors, tu parlais d'équilibre par rapport à cet entraînement, par rapport à la course à pied, en parallèle donc de ta vie bien remplie. Comment tu organises tes semaines? Combien il y a d'entraînement par bloc de 7 jours? Est-ce que c'est du quotidien, un entraînement tous les jours? Est-ce que tu as des jours de repos? Est-ce que tu fonctionnes par plan, par cycle, par objectif? Comment s'organise ta saison? Je fonctionne par objectif déjà, ouais, donc j'essaie de cibler les courses à objectif. Et après, donc, les nombres d'entraînement semaine, ça va varier en fonction du coup, bah, du plan d'entraînement, mais, mais surtout en fonction de quand les semaines j'ai besoin de charger par rapport au cycle d'entraînement dans lequel je suis. Et, et aussi de l'objectif en question. Si c'est un marathon, forcément, je vais faire plus de kilométrage, plus de volume que si je vais préparer un 10 km, puisque les séances vont être déjà plus longues et comme c'est un effort qui va être long, bah, je vais peut-être avoir tendance à rajouter des footings de doubler dans la journée, des choses comme ça, que sur un 10 km, c'est moins nécessaire d'avoir un volume. Même si je suis quand même partisane du volume, je sais que moi, quand je fais du volume, c'est pas pour tout le monde le cas, mais j'ai l'impression de monter en forme quand je fais du volume. Donc j'en fais quand même quand je fais du 10 km. Mais du coup, pour revenir au nombre de séances, bah, ça va. Je fais pas beaucoup de jours de repos, sauf la semaine. Bon, je vais quand même avoir des jours de repos de temps en temps, mais sur une semaine type d'entraînement, j'ai pas de jours de repos. Je le fais surtout en semaine d'affûtage, la semaine de course. En gros, en gros, je vais courir dans la semaine 8 ou 9 fois, quoi. Donc, j'ai tendance à doubler le lundi. Donc ça, c'est mes grosses semaines quand même, hein. Mais le lundi, j'ai tendance à doubler. Et le mardi, quand je peux, avant la séance, j'ai une séance de piste le mardi soir. Quand je peux, soit le mardi midi, si j'arrive à me libérer. Et dans l'idéal, le mardi matin, faire un petit footing. Et après, j'essaie quand même d'avoir un kilométrage sur lequel je veux atteindre ou je veux pas dépasser. Parce que des fois, on peut aussi, ça peut être l'inverse, c'est pas forcément qu'on veut atteindre. C'est que d'en faire trop dans la semaine, bah, je, je risque de me blesser, donc je le sais. Donc je vais me dire, bah, là pendant 3 semaines, j'aimerais mettre à 120 km. C'est un exemple, hein, je sais pas, mais être à 120 km. Et du coup, je sais que dans la semaine, j'ai des variables d'ajustement. Je sais que le vendredi, par exemple, ça va être complètement le jour où je sais est-ce qu'il faut que je fasse 40 minutes ou est-ce qu'il faut que je fasse 1 heure pour ajuster un peu le kilométrage dans la semaine. Ou est-ce qu'il faut que je fasse un jour de repos. Est-ce que j'ai besoin de doubler le samedi soir ou est-ce que non, justement, je suis déjà à 100 km, du coup, avec ma sortie longue de 20 km, je suis large, quoi. Donc, c'est plus aussi au niveau du kilométrage que j'essaie de varier pour pas me blesser et avoir un volume d'entraînement ou dans lequel je sais que je vais être bien pour, euh, pour la course, quoi. Alors, c'est toi-même qui réalise ces plans d'entraînement ou bien tu es accompagné par un coach, une structure, un club derrière qui t'accompagne et te prépare de la meilleure des façons?
Bah, moi, j'ai de la chance parce que j'ai un club structure, du coup, j'ai un groupe d'entraînement surtout. Et on a tous, en fait, le même plan d'entraînement. Du coup, c'est Nico qui nous le fait et c'est lui qui gère en gros donc le club, c'est Zoom Volt Runner. C'est lui qui gère, donc il envoie un plan selon l'objectif commun. Donc là, par exemple, je sais que il y en a beaucoup, par exemple, qui vont être alignés sur les Smoot Boulogne. Donc, par exemple, le plan va être fait autour du Smoot Boulogne et on va être beaucoup à le suivre. Et donc, le mardi, par exemple, c'est la séance commune. Le dimanche, c'est la sortie longue. En fait, on va tous se retrouver, on fait la même séance. Donc, ça, je sais que c'est vraiment une chance que j'ai, en fait, d'avoir un groupe d'entraînement. Et mes séances, je les fais vraiment jamais seule, quoi. Donc, ça, c'est un gros plus dans mon entraînement. Je sais que ça m'a beaucoup fait progresser. Et les plans, bah, c'est vrai que maintenant, comme ça fait longtemps quand même que c'est Nico qui nous suit, je sais qu'il va y avoir des séances tests. Je peux un peu les comparer avec d'autres séances que j'avais déjà faites sur un autre plan semi, sur un autre plan marathon, tu vois. Donc ça, c'est assez cool. Je peux comparer, je sais un peu comment fonctionnent les plans, où vont être placées les séances importantes, tu vois, des choses comme ça. Donc ça, ouais, je suis accompagnée et je suis bien accompagnée. Donc c'est quand même un gros plus. En termes de philosophie, Alice, tu es plutôt performance, c'est la compétition, c'est la gagne, et il faut être prête le jour J, ou tu aimes bien le cheminement de l'entraînement, le temps long, et de voir les semaines défiler et de prendre du plaisir à les mener jusqu'à l'objectif qui sera la cerise sur le gâteau. Alors, ben, les deux vont pas ensemble, en fait. Du coup, je ne saurais pas dire parce que j'adore la perf. Enfin, moi, je cours parce que vraiment, s'il n'y a pas la compétition, s'il n'y a pas la perte derrière, forcément, ça m'anime. Enfin, forcément, non, parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Mais moi, ça m'anime moins de me dire, dimanche, je vais m'aligner sur une course. Si en fait, j'ai pas un petit objectif de perte et tout, il va y avoir moins de peps. Mais par contre, là, tu vois, je suis en prépa semi. J'ai fait 7 semaines de prépa, je sais plus. En fait, j'ai adoré, tu vois. J'adore faire les séances, avoir l'impression d'une semaine sur l'autre d'être un peu mieux, d'être moins bien. Enfin, tout ça, j'adore aussi, tu vois, faire des compètes tous les week-ends. Je sais que c'est pas une bonne chose. Et au bout d'un moment, même mentalement, on perdrait un peu l'aspect compète parce que trop l'habitude, enfin, on s'habituerait trop à être sur des compètes tous les week-ends. Donc, j'adore la compète, mais j'aime bien les semaines d'entraînement et pouvoir aller me dire, ah bah, dimanche là, ça va être une sortie longue, je vais avoir ça comme bloc à faire, j'aimerais bien les passer à ces allures. Tout ça, mais ça fait partie de la compète, en fait. Donc ça, et après, il y a des courses aussi que je sais que je vais faire pour le plaisir, que je vais être moins prête et en fait, c'est pas grave, tu vois, je sais que c'est souvent vers avril, mars, avril, mai, c'est plus des courses plaisir et c'est pas grave s'il n'y a pas tout le temps le chrono et pas tout le temps la perf. J'y vais aussi pour m'amuser. Mais souvent, on s'amuse quand même moins quand on est moins en forme. Par rapport à ces différentes compétitions, quelle serait celle jusqu'à présent qui est pour toi la plus aboutie? Qu'est-ce qui ressortirait? Euh, Bah, c'est dur parce que du coup, je vais te sortir celle où j'ai fait mes records, alors que c'est pas forcément celle. Tu vois, je... Enfin, en fait, je vais sortir que celle où il y a mes records, alors que c'est pas forcément. Je sais pas, j'ai fait un. En 2021, j'avais fait le Smith Copenhague et là, je me sentais vraiment bien. Du coup, j'avais fait mon record sur la course. Après, c'était le premier semi aussi que je courais avec les chaussures à carbone, à plaque carbone. Du coup, peut-être qu'aussi, je me suis sentie bien mieux, mais parce qu'il y avait ces chaussures, quoi. Après, je sais que sortie, j'ai fait plusieurs stages en altitude. Et souvent, sortie stage en altitude, j'ai fait mes records. Donc, j'avais fait le Smith Lille, où là, vraiment, j'étais super bien. J'ai fait 1,15. J'ai jamais réussi à le refaire. J'ai fait que sortie de stage. Et j'avais fait aussi, on avait fait les championnats de France d'équidène l'année dernière à Paris. Je sortais de Font-Romeu et j'avais fait le premier 5 kilomètres. Et là, honnêtement, je me sentais vraiment super bien. Super bien. Donc là, la perf Indiv, elle se voit moins parce que c'est vraiment l'équipe. Mais moi, perso, je me sentais vraiment bien. Et en Indiv, on a aussi fait en collectif, on a aussi fait une bonne course. Mais là, c'était une de mes bonnes courses, l'équidène de Paris l'année dernière. Donc, je te dirais ça. Et Vénissieux aussi, là où j'ai fait mon record sur 10. Mais du coup, c'est mes courses à record, donc je sais pas si c'est très représentatif, en fait. C'est ça, c'est est-ce que le record prime sur la sensation et la qualité de la course? Ça, après, c'est un autre débat. Ah, en fait, comme quand tu fais ton record, en fait, puisque c'est un jour.
tu étais en forme du coup, donc forcément tu prends plus de plaisir, tu cours plus vite et en plus derrière tu as un peu le côté bah, trop bien, j'ai fait mon record donc ouais. Ah bah après non, par contre oui, il y a une course où j'ai pas fait mon record, le semi de Tel Aviv, c'était en février l'année dernière, enfin en février 2023. Et là par contre j'ai pas fait mon record, mais là je pense que j'ai vraiment fait, je me suis vraiment sentie bien sur la course. J'étais avec une autre fille où on jouait la première place, première et deuxième place. Et en fait, c'était plus une course stratégique que à chrono. Et là, j'ai pris beaucoup de plaisir, par contre. C'était vraiment trop bien. Bon, du coup, ça m'a cramé parce que j'ai fait le SMIC Paris 10 jours après. Donc, je suis arrivée cramée. Mais par contre, sur la course de Tel Aviv, j'étais bien. Et j'ai pas eu de record. Donc, comme quoi, ça dépend du scénario de course, quoi, je pense. Tu évoquais le fait d'avoir réalisé des stages en altitude, même à l'étranger, au Kenya. Est-ce que tu en gardes une très bonne expérience avec ce pays de coureurs, cette piste ou ces pistes en terre, hein, où on va avoir carrément des flots de coureurs qui partent le matin à l'aube. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? Si je repense au Kenya, je repense la couleur de la terre, en fait. Je sais pas pourquoi ça marque, en fait, parce que c'est pas des terrains sur lesquels on a l'habitude de s'entraîner. Et que tout, en fait, bon, après, on y va aussi pour ça, mais tout tourne vraiment autour de l'entraînement. Donc, y a pas mieux, en fait, pour s'entraîner. On part pour ça. Et c'est vrai que donc moi, j'étais dans un centre et tout autour, comme tout le monde vient pour s'entraîner, bah, c'est vrai que toutes les séances, ça va être, on va parler des heures des séances, un peu les allures des footings, le parcours des footings et des choses comme ça. Donc, vraiment, on est vraiment dans une bulle de course à pied complètement. Déjà, enfin, c'est quand même quelque chose que je pratique tous les jours, donc je suis déjà un peu dans une bulle, je pense. Mais là, encore plus, parce que c'est vraiment que ça tous les jours, tous les jours. Donc c'est vrai que pour s'entraîner, c'est quand même optimal. Et puis, comme tu dis, il y a des coureurs kenyans partout, donc c'est hyper motivant, parce que c'est vrai que tu croises des pointures aussi de l'athlète, donc c'est hyper inspirant. Et puis ouais, c'est vraiment course à pied, quoi. Et au-delà de ça, c'est aussi un dépaysement par rapport à l'Europe, quoi. Parce que tu pars au Kenya. Moi, je vis à Paris, là, tu vois. Et c'est vrai que t'arrives là-bas, tu es complètement dépaysé. Donc ça fait un peu partie du truc et de l'expérience. Sur un plan alimentaire, est-ce que tu as découvert une façon de se nourrir chez les Kenyans qui est complètement différente de nos plats européens? Alors déjà, il y a l'huile d'olive, j'ai découvert là-bas. Donc eux, ils se nourrissent énormément de ça. C'est du riz, de la farine de riz. Enfin, ça fait un peu de la purée de riz, quoi. Je sais pas trop comment expliquer. Je sais qu'ils en mangent beaucoup. Après, moi, j'étais dans un centre, c'était plus européen, le centre. C'était pas... Donc, toute la nourriture était prise. Enfin, j'étais en demi-pension, en pension complète. Donc, c'est vrai que au niveau de la nourriture, je mangeais. Les plats étaient quand même, comme on était des Européens qui venaient, même s'il y avait souvent quand même des choses. Du Kenya, essayer de faire des spécialités et tout, on retrouvait quand même des choses européennes dans les assiettes. Après, il y a tout ce qui va être chapati et tout, ça c'est des trucs du Kenya, c'est super bon. Mais au niveau de l'alimentation, je dirais pas que que ça a changé non plus énormément, quoi. Ils ont essayé de faire, enfin, dans le sens, c'était essayer de faire en sorte que ça ne change pas trop les habitudes alimentaires non plus. Alice, pour finir cet épisode, bah, je voulais te présenter quelques aliments et que tu nous dises à moi et aux auditeurs qui écoutent ce podcast s'ils sont bons pour leur consommation quotidienne. Est-ce que c'est compatible avec un esprit sportif? Alors, est-ce que tu es prête? Tu n'as pas Allez. la liste sous les yeux et là, Non. il n'y a pas de filet, hein, c'est sans filet. Alors, premier aliment, le yaourt 0%. Est-ce qu'il est bon ou pas pour un sportif? Bon, c'est bon. Déjà, je vais juste mettre dans la balance que je suis pas de partisane de dire qu'un aliment est bon ou mauvais parce que enfin, justement, je peux pas diaboliser des aliments ou dire qu'il y en a qui sont bons. Mais parce qu'ils ont tous leur place à un moment donné, en fait, selon ce qu'on fait, ils vont tous avoir leur place. Mais du coup, pour répondre oui ou non à chaque fois, je te dirais non pour un yaourt 0% pour plusieurs raisons. Déjà, quand c'est un 0%, donc il y a pas de lipides, donc tu retires toutes les matières grasses de ton yaourt, sauf que quand tu retires les matières grasses, tu retires les vitamines qui sont liposolubles, qui sont dans les lipides justement, pas liposolubles, et qui vont être contenues dans les lipides. Donc tu as les vitamines A, D,
K, qui sont des vitamines liposolubles. Et la vitamine D, elle est notamment dans les produits laitiers. Donc, si tu retires les lipides, en fait, tu retires en même temps cette vitamine D. Sauf que la vitamine D, elle te permet, au niveau de l'absorption intestinale, de mieux absorber le calcium. Quand tu prends des produits laitiers, tu es quand même bien intéressé par le calcium. Donc, si tu me retires les lipides de ton produit laitier et que tu prends des 0%, en fait, tu retires la vitamine D et en même temps, tu peux plus absorber, tu t'absorbes bien moins le calcium. Donc là, l'intérêt du produit laitier, il est complètement diminué. Et même pour une prise, pour des gens qui vont dire, ah, je prends du 0% parce que je vais avoir une perte, je veux une perte de poids. Souvent, c'est les raisons pour lesquelles on prend du 0%. Les personnes qui vont faire ça, qui vont s'acheter un pot, donc même pas les pots individuels, les pots, les gros pots de 0%, vont avoir tendance à en prendre plus parce que au niveau psychologique, ils vont se dire, bah, je peux en prendre plus. Sauf qu'en fait, du coup, au niveau des calories, ça revient au même. Donc, pour moi, c'est non, le produit, le yaourt de 0%. Deuxième produit, le pot de beurre de cacahuète que l'on étale sur nos tartines. Bon ou pas? Alors, ça reste ton point de vue, hein, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, oui, ça. Euh, alors, il y a plein de beurre de cacahuètes différents déjà, donc c'est hyper compliqué. Déjà, regardez la composition du beurre de cacahuète. Si c'est que du beurre de cacahuète, donc on part du principe que c'est du 100% beurre de cacahuète, ok? Il n'y a pas de truc ajouté dedans. Donc dans ce cas-là, oui, en quantité raisonnable. C'est pas un oui pour en mettre à tous les repas, au petit-déj, au goûter et en dessert dans le fromage blanc, hein. Oui, pour le matin, au petit-déj, se faire une tartine, parce que du coup, il va y avoir quand même des matières grasses qui vont être hyper intéressantes dans le beurre de cacahuète. Des matières grasses qu'on va dire qu'elles sont des acides gras insaturés. Donc, c'est l'inverse avec les saturés qui vont être un peu plus mauvaises, on va dire, pour l'organisme. Donc là, ça va être des insaturés. Et en plus, il y a quand même une bonne composition en protéines. Donc, c'est quand même assez intéressant. Les cacahuètes, on dit que c'est des protéo-oléagineux. Ça veut dire qu'il y a des protéines et des lipides dedans. Donc oui, pour du beurre de cacahuète. Passons à la galette de riz. Et là, je fais un clin d'œil à mon ami Nicolas. Bonne ou pas bonne pour le sportif? Ah, pas bonne, la galette de riz. Hein, la galette de riz, alors, encore une fois, ça dépend si on va mettre un truc à tartiner dessus ou si on va manger une galette de riz telle quelle. Alors là, on part du principe que c'est une galette de riz telle quelle. Ça veut dire qu'il n'y a rien, juste la galette de riz. Et en fait, la galette de riz, ça va être du riz qui est soufflé. Et quand on va prendre cette galette de riz, donc il n'y a que ça en collation, je vais prendre que deux galettes de riz. En fait, ça va être complètement l'effet, au lieu de couper la faim, ça va être complètement l'effet inverse, parce qu'en fait, ça va faire l'index glycémique de la galette de riz, elle est énorme. Ça veut dire que l'index glycémique, l'insuline qui est sécrétée par le pancréas, il va avoir un pic énorme dans le corps, et c'est justement ce pic d'insuline qu'on va essayer de réduire quand on dit que quand on prend du sucre, ça fait monter la glycémie. C'est exactement ce qui se passe avec la galette de riz. Je prends ma galette de riz, il n'y a que du riz soufflé. Donc, en fait, il n'y a rien, c'est du vide, hein, c'est des calories vides. Je vais faire monter mon insuline d'un coup. Et en fait, une heure et demie après, une heure après, je vais avoir la glycémie qui descend d'un coup. Et je vais être, du coup, en hypoglycémie. Donc, ça va avoir l'effet inverse et on va avoir envie de reconsommer de nouveau quelque chose. Donc, la galette de riz vide comme ça, non, pas du tout. Nouvel aliment, un petit morceau de chocolat noir à la fleur de sel. Ce petit carré de chocolat, tu vois, que tu consommes le soir en regardant la télé. Bon ou pas bon? Alors, juste, c'est du combien de pourcents? Ça dépend le pourcentage du chocolat. Là, ça dépend. Si c'est du fleur de sel, je sais pas, 50%, en fait, 50%, ça veut dire qu'en fait, c'est que du sucre. Enfin, la moitié du carré de chocolat, ça va être la moitié, ça va être du sucre, puisqu'il n'y a que 50% de cacao. Par contre, si ça va être du 70, 75, 85, oui, oui, complètement. Il fait plaisir et il est bien. Par contre, si c'est plus du chocolat au lait que du chocolat noir cacao, c'est du sucre. Dernier aliment, un petit stick de miel de chez Happy Run. Clin d'œil à Pascal et Laïla. Bon pour le sportif au quotidien? Alors, au quotidien, s'il est pris pendant la course, complètement, parce qu'on a besoin d'un pic, enfin, on a besoin de sucre pendant la course. Après, se prendre un stick de miel là tout de suite maintenant quand je suis en train de te parler, ça n'a pas d'intérêt et ça fait un appel, comme la galette de riz, quoi. Ça fait monter la glycémie. Donc, le miel comme ça, consommer, oui, complètement. Après, s'il est consommé tout seul comme ça, sans intérêt dans la journée, non. Alors, est-ce qu'on pourrait, Alice, en quelques mots, dire aux auditeurs les quelques principes que l'on a évoqués ensemble sur
cette psychonutrition et ton approche donc du suivi alimentaire. Quelles seraient les bases? Qu'est-ce que tu préconises quand quelqu'un passe la porte de ton cabinet? Alors déjà que l'alimentation sur la journée, sur la semaine, elle soit cyclique, ça veut dire retrouver en fait les repas à des heures un peu régulières dans la journée. Donc, on va dire tous les matins, 7 heures prendre le petit-déj, non. Mais qu'il y ait une tranche horaire, on va dire entre 7 heures et 8h30, que le petit-déj il soit pris globalement à la même heure. Le repas du midi, pareil. Le repas du soir, pareil. Après, en fonction des entraînements, voir où sont placés les entraînements. Et en fonction des entraînements, peut-être mettre des collations. Si, comme on disait, le repas du midi, on va courir le midi, bah, peut-être mettre une collation en matinée ou dans l'après-midi. Si on voit que le repas du soir, il est pris souvent vers 20h, 20h30 et que le repas du midi, il est pris à midi, pareil, mettre une collation tous les jours. Pas se dire que la collation fait grossir. Non, parce qu'en fait, je vais avoir faim et je vais trop manger le soir, alors que je peux juste déplacer mon dessert du soir à la collation de 16 heures. Et après, au niveau des macronutriments, les trois qui existent, essayer de les mettre à des points clés et stratégiques de l'entraînement. Donc les protéines plus après les séances et les glucides plus avant les séances. Merci Alice pour tous ces conseils autour de la nutrition et ton approche également de sportive. Quels seront tes objectifs pour les semaines et les mois à venir sur le plan, cette fois-ci, de la course à pied et du bitume? On a bien compris. Là, je fais ce dimanche-là, les championnats de France de semi-marathon qui sont à Montbéliard. C'est déjà un premier objectif de la saison. Après, je repars sur un marathon. Donc, je repars sur le marathon de Valence début décembre. Donc voilà, c'est le gros objectif de fin. Donc c'est le gros objectif de fin d'année, c'est le marathon de Valence. Et après, j'aimerais bien faire parce que je vais y arriver. Les championnats de France de semi-marathon, ils sont pas trop propices à faire une performance au niveau du chronomètre. Donc on verra peut-être que si, mais bon, je pense pas parce que c'est un parcours qui est globalement faux plat montant quasiment tout le long. On part de Belfort, on part de Montbéliard, on arrive à Belfort. Du coup, j'aimerais bien refaire un semi dans le début du printemps, fin de l'hiver, pour essayer de. J'aimerais bien refaire 1h15 parce que je l'ai fait une fois et j'ai jamais réussi à le refaire. Donc, ouais, ce serait l'objectif plus tard dans l'année. Ce serait ça. Il faudrait que je trouve un semi qui la date est bien et qui le parcours est propice à la perf. Voilà. Alors moi, j'avais une dernière question, celle que je pose à mes invités. Pour toi, un moment où tu es à côté de tes pompes, ça se traduit par quoi? C'est-à-dire qu'on élimine tout lien avec le sport, toute pratique sportive. Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de cette activité basket au pied? Les goûters le dimanche après-midi avec les filles de mon club. Souvent, on fait un goûter après les sorties longues du dimanche, comme on est souvent toutes sur Paris. On se retrouve un après-midi chez une de nous et on fait une après-midi un peu papotage, filles. Donc ça, c'est des moments qui sont assez sympas et qui sont vraiment à côté de nos comptes. Même si le sujet running revient quand même souvent dans la conversation. Si les auditeurs, Alice, veulent te contacter, te suivre via les réseaux, quelle est la procédure, quelle est la marche à suivre? Ils peuvent me suivre du coup s'ils veulent suivre mes entraînements, c'est plus sur Strava, du coup, je mets tout. Et pour me contacter au niveau de la nutrition, sur Instagram, il y a mon site qui est dans ma bio. Du coup, c'est Alice et tiré du bas MCHL pour Michel. Merci pour cet échange sur la nutrition et ton approche donc de sportif de haut niveau. Bon courage pour ces défis à venir et cette année qui s'annonce quand même bien chargée, ce dernier trimestre de 2023. Merci à toi surtout pour l'invite, c'est très cool cet échange. Et pour les auditeurs, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute.
pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.